Voilà, nous nous retrouvons avec Vincent Lelier pour le film que vous venez de voir, En Transit, premier temps de la Tchatch, et puis second temps avec Eloy Seren Dominguez pour le film Amada que vous avez vu hier soir. Il est évident que ces deux films font écho l'un à l'autre. Et par ailleurs, la question si centrale dans notre actualité, la question migratoire, finalement, bien sûr, qu'elle traverse un certain nombre d'autres films que nous avons présentés cette semaine. Je pense, entre autres, au film Le Voyage de Yachar, pour ceux qui ont vu le programme de court-métrage de dimanche soir. Je pense aussi, d'une autre manière, au film de ce soir, qui s'appelle Oleg, du réalisateur letton Joris Koursiétis. Ce sera en deuxième partie de soirée. Et puis même, on peut penser aussi au film Ceux qui travaillent, que nous avons vu mardi soir. Ce sont évidemment des films très différents, mais qui font écho un peu les uns aux autres. Alors Vincent, je voudrais que tu nous dises, nous parlant en deux mots, de ton parcours de cinéaste. Ça fait au moins plus d'une vingtaine d'années, je pense, que tu fais du cinéma. Et on l'a dit, En Transit, c'est une co-réalisation avec Raphaël Girardot, et ça n'est pas le premier film que vous co-réalisez. Alors peut-être que tu peux nous dire un petit mot de ces films précédents que vous avez fait ensemble, entre autres le film Seigneur, qui est sorti en salle de cinéma, je crois, en 2017. Voilà. Rebonjour. Donc en fait, on fait du cinéma, Raphaël et moi, en corrélisation tous les deux, depuis 20 ans. Premier film, c'était Le Lait sur le feu, un film sur le monde paysan, et déjà un portrait, déjà un film très très proche de notre personnage. Là, il y en avait un seul principal, et qui déjà posait tout un tas de questions politiques. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est d'être sur ce cinéma-là où on est à l'écoute des gens, où ils nous racontent des histoires, mais aussi ils nous font comprendre l'enjeu politique qui est celui auquel on veut s'attacher. Donc, en l'occurrence, Le Lait sur le feu, c'était à la fin de la crise de la vache folle. Voilà. Et on a continué tout un tas de films, dont Seigneur, qui nous prolongeait un peu ce travail commencé déjà dans le monde paysan, où on nous avait dit les paysans se retrouvent aujourd'hui, puisqu'il y a un certain nombre d'exploitations en masse qui ferment. Du coup, où sont les agriculteurs quand ils ont fait faillite, quand les ouvriers agricoles ne sont plus embauchés? On nous avait dit qu'ils travaillaient dans les abattoirs. Et donc, on a voulu faire un film sur les abattoirs pour retrouver le monde paysan. Il s'avère que dans l'abattoir où on a tourné, c'était un abattoir particulier où il n'y avait pas de paysans. Mais donc, du coup, on a continué sur cette façon de faire et de travailler sur le monde ouvrier. Et puis voilà, et on est parti sur cette histoire de ces migrants, de ces exilés qui arrivent chez nous et où on leur réserve un très mauvais accueil. Alors justement, je pense qu'il est bon de repréciser le contexte, parce que ce camp humanitaire où vous filmez, c'est le point de départ de votre film. Alors, voilà, est-ce que tu peux nous redire un petit peu ce qu'il est et ce que cela a été pour vous, finalement, comme opportunité de filmer et... En fait, l'histoire, ce qui se cristallise dans notre envie de faire un film autour de cette question des exilés, on est à l'été 2016. Souvenez-vous, il y a 4000 migrants qui dorment sous des tentes à Stalingrad. C'est un triste record. Moi-même, j'habite dans le quartier, donc je passe entre les tentes où les familles, où les hommes isolés, etc., où les enfants sont entassés. Il y a des grands orages et on se retrouve avec la flotte qui rentre dans les tentes. Enfin, c'est des visions dantesques. Et la mairie de Paris s'offusque de l'inaction de l'État parce que la gestion des migrants, des étrangers, c'est une prérogative régalienne. Et donc, la mairie décide d'ouvrir, alors qu'elle n'en a pas l'autorisation, le droit, d'ouvrir un camp de réfugiés. Il faut voir que pour nous, c'est un symbole très marquant. C'est que la dernière fois que la France a ouvert un
camp humanitaire sur son territoire, un vrai camp humanitaire. C'est à la libération des camps de concentration, quand les Juifs reviennent en France et que donc du coup ils sont accueillis à Paris et on ne sait pas comment gérer cet afflux de personnes puisque nombre n'habitent pas Paris, sont déboussolés, n'ont plus de famille et donc il faut les aider et donc on ouvre un camp humanitaire. Ça faisait donc 60 ans qu'il n'avait pas existé ce genre de situation. Et nous, on apprend ces choses-là à l'été 2016. Et donc, on décide de demander l'autorisation de rentrer dans ce camp pour y tourner. On est la seule équipe documentaire à être acceptée dans ce centre. Et pour nous, c'était un lieu qui nous permettait enfin de pouvoir faire un film parce qu'on avait vu ce qui se passait, on avait vu des films. Alors je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais des films tournés à Calais, des films tournés dans la rue. Et pour nous, c'était pas possible de faire ce genre de film-là. C'est-à-dire que les gens sont dans une situation trop précaire. Ils ont honte d'être dans la soi-disant jungle de Calais, d'être dans la rue. Ils sont sales. Ils ont jamais été sales. C'est des gens qui sont comme vous et moi qui migrent. Et donc là, ils se retrouvent dans des conditions qui n'étaient pas les leurs. Et donc, ils n'ont aucune envie d'être filmés. Et quand ils sont filmés de loin. Ou après, vous connaissez toutes ces images du JT. Nous, on ne voulait pas être avec ça. On voulait être dans cette relation privilégiée avec eux. Et donc, ce lieu qui est un peu un havre de paix qu'ils ont eu, dans lequel ils ont pu se reposer pendant quelques jours avant de partir dans un autre centre, comme on l'explique dans le film. Pour nous, c'était une situation privilégiée. Et en plus, dans notre cinéma, on aime comme ça cette immersion où on reste longtemps dans un lieu. Le précédent Seigneur, on était resté 1 an dans une usine. Là, on est resté 1 an et demi dans ce centre, à revenir régulièrement pour rencontrer des gens, pour comprendre le fonctionnement du centre et puis trouver des gens qui acceptaient. Parce qu'en fait, ils n'ont pas été très nombreux, mais ils ont été quand même 20 ou 30 à accepter à tourner dans le film. Et on en a retenu que ceux qui sont dans le film. Tu parlais de la question de l'autorisation. Donc concrètement, effectivement, faire entrer la caméra dans ce lieu. Et finalement, il n'y a pas que le camp qui est filmé. Puisque dans la construction du film, vous retracez finalement le parcours qu'ils sont amenés à faire de l'entrée jusqu'au rendez-vous à la préfecture. Donc c'est question d'autorisation, tu l'as dit rapidement, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça en a l'air. C'est pas aussi simple, mais dans un premier temps, avoir l'autorisation de la mairie de Paris qui, durant 3 mois, a été le gestionnaire officiel de ce camp, avant que l'État reprenne la main, ou d'Emmaüs Solidarité, qui est l'ONG qui avait la gestion de ce centre-là, ça a été assez simple. C'est-à-dire que à la fois, on leur avait envoyé les films qu'on faisait avant, ils voyaient que c'était des films sincères, ils voyaient que c'était des films respectueux des gens. Voilà, donc du coup, après, je ne suis pas naïf. La mairie de Paris est très fière de ce centre-là, donc je participais de leur communication, même si le film n'est toujours pas sorti, donc je ne les aide pas beaucoup pour l'instant. Et puis pour Emmaüs, c'était une façon de faire date, parce que c'était une expérience inédite. Et donc ça a été facile. On a, comme d'habitude, pris le temps de venir sans caméra pour expliquer aux salariés, pour expliquer aux bénévoles qui on était, comment on travaillait. Et puis après, on a commencé à tourner et chaque fois, on a demandé l'autorisation des migrants. Et puis il y a un moment où cette préfecture, tout le monde partait à la préfecture, on n'avait pas le droit d'y tourner, donc on se demandait mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour nous, c'était un grand trou noir où ils sortaient soudainement quelques heures du camp, ils revenaient, ils étaient tous abattus, ils étaient tous à faire plus la gueule qu'ils faisaient avant. Et à un moment, on a demandé l'autorisation et voilà, c'est comme tourner dans l'usine qui était un abattoir où on a eu l'autorisation. Il y a un moment, je ne sais pas comment, la préfecture a accepté. Alors on avait beaucoup d'alliés. Emmaüs voulait qu'on tourne à la préfecture. L'OFI, qui est donc l'Office français d'intégration et d'immigration, a fait un gros travail pour nous aider parce qu'il voulait bien montrer la division entre ce que la préfecture fait dans cette inhumanité et eux, ce qu'ils essayent de faire, malgré qu'ils soient des agents plus ou moins affiliés à la préfecture, au ministère de l'Intérieur, faisaient. Donc pour eux, c'était important. Donc voilà, et on a eu l'autorisation et la préfecture ne prend pas conscience de l'erreur, entre guillemets, qu'ils ont faite. C'est-à-dire que ce qu'on montre, quand on a des papiers qui sont montrés, qui sont en italien, et que l'agent de la préfecture dit « je ne parle pas l'italien, je les rejette », les gens de la CIMAD qui sont là, ou les gens d'Amnesty, je pense, ne me contrediront pas. C'est un délit de justice, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de ne pas faire traduire le papier. On est censé donner la totale chance à tous ces gens-là d'être entendus. Et en effet, le papier qui montrait, Youssef
du Tchad, c'est un papier comme quoi, en effet, il était expulsé d'Italie, donc il n'y a aucune raison qu'on le renvoie en Italie, puisque l'Italie ne veut plus de lui. Donc, sauf que pendant des mois, il va attendre que la procédure suive son cours. Voilà. Donc, c'est des vrais dénis de justice, et la préfecture, je pense, n'a pas conscience de cet abattage, hein, puisque c'est vraiment ça, d'abattage de traitement de ces gens-là qui sont faits à ce niveau-là de la préfecture. Avec un filmage différent, néanmoins. Un filmage différent, parce que nous c'est toujours les conditions de tournage et la volonté du cinéaste qui souvent s'allient. C'est-à-dire que nous, on voulait vraiment montrer que c'était une situation différente de l'acte bienveillant qu'il y avait au début, des agents de l'Emmaüs qui reçoivent les gens, qui leur posent des questions, qui prennent le temps d'essayer de comprendre un papier, qui malgré que Youssef, toujours lui, parle un français assez approximatif, elle arrive à comprendre, elle arrive à traduire, et Youssef est content que ces choses-là se passent, que eux sont filmés, ces agents de la préfecture, les bénévoles, etc. Nous, on voulait montrer vraiment cette dichotomie-là, et donc c'est là où le film n'est pas terminé, et donc on accentuera ça au moment de la post-production, c'est-à-dire que le traitement à l'image, on aura le côté blafard qu'il y a dans celui-là, parce que les néons sont très forts et nous aveuglent. Et on aura au son, en permanence, des noms qui sont aboyés, des noms de gens, qui montrent vraiment ce côté... notre producteur utilise souvent le mot je lui rappelle les heures vichistes, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté où on appelle les gens, on aboie leur nom, et à la différence de cette première scène du film, enfin l'une des premières scènes où il y a une personne d'Emmaüs qui lit les noms des gens. Voilà, pour nous, c'était... j'en parle encore avec beaucoup d'émotion, parce que pour nous, c'était vachement fort. C'est que pour la première fois, les gens retrouvaient une identité, retrouvaient un nom de famille, et les salariés d'Emmaüs faisaient attention de bien orthographier le nom des gens. C'est rien, mais vous, quand vous allez dans n'importe où, on écorche votre nom, vous le faites corriger, c'est un détail, etc. Mais pour eux, soudainement, ils avaient le temps d'écouter que Ahmad, c'est AH, c'est pas HA, etc. Enfin, et cette identité, pour nous, symboliquement, c'était très fort. Ce qu'on leur renie à nouveau lorsqu'ils sont à la préfecture, c'est juste des numéros. En fait, on leur appelle par un nom, mais ils ont un numéro d'étranger, et c'est ça qu'on leur envoie tout de suite, quoi. Tu dis que vous avez filmé pendant 1 an et demi. Alors concrètement, pour se rendre compte, ça veut dire quoi d'y retourner régulièrement? C'est des heures, c'est des soirées, c'est des journées entières? Nous, on est resté... on a tourné une quarantaine de journées, et on a fait une vingtaine de journées de repérage. Donc ça fait 60 jours, ça fait quoi? Ça fait samedi, dimanche compris. Voilà, on est resté plusieurs semaines, une dizaine de semaines. Ce qui est vachement dur, c'est de garder on a les adresses Facebook de tous ces gars-là. Mais ces adresses-là, ils les entretiennent pas bien souvent. Donc pour une grande partie d'entre eux, on a rompu les liens. Ceux qui sont toujours sur Paris, qui ont tout de suite un numéro de téléphone, on a gardé ces numéros. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans le film dont on tient encore des liens. Mais par contre, ce qui est dur de revenir, c'est qu'on voit que c'est excessivement répétitif, et que ce qui n'est pas dans le film, et qui du coup ce qui permet de vous le raconter là, c'est que au fur et à mesure qu'on revient, les tensions à l'extérieur du camp reviennent. C'est-à-dire que l'organisation par l'État de la gestion de ces personnes est telle que rapidement le camp est congestionné, au sens où on ne libère pas assez de place dans les centres tout en France. Donc du coup, comme ils ne peuvent pas aller dans ces centres, ils restent dans le camp à Paris. Donc du coup, les gens ne peuvent plus rentrer. Donc du coup, les tentes s'accumulent. Donc du coup, il y a à nouveau des tensions. Pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit de cette porte de la Chapelle, il y a à côté la colline aux drogués. C'est un lieu de squat où il y a 400 personnes qui sont sous crack, qui sont sous héroïne, qui sont sous coke, qui sont là pour s'approvisionner. Donc il y a une cohabitation dans ces endroits-là, c'est juste l'enfer. Il y a l'autoroute A1 qui est là, voilà. Et donc on a revu cette tension-là arriver, et on a été assez éprouvés. Et donc les salariés d'Emmaüs, les bénévoles, ils n'en pouvaient plus, quoi. Et donc à un moment, c'est revenu. C'est-à-dire que chaque fois, Emmaüs faisait des coups d'éclat en disant « Regardez, les tentes sont venues ». Donc on ouvrait des nouveaux centres. Et donc nous, on voyait ce truc-là. Et puis on a vu la fermeture du centre. On a tourné la fermeture du centre où, pendant des mois, de nouveaux centres n'ont pas réouvert à Paris ou en banlieue. Et donc les gens ont à nouveau réoccupé la rue. Et aujourd'hui, il y a encore 2000 personnes qui dorment dans les rues à Paris. Je sais qu'il y en a plus à Toulouse, qui n'est pas loin d'ici. Je crois que les chiffres sont plus importants à Toulouse. Voilà, et donc toutes les grandes préfectures sont sous le même registre, quoi. Mais justement, dans votre travail de cinéaste, dans la manière ensuite de filmer, d'être avec eux, tu parlais des tensions à l'extérieur du camp, qui effectivement ne sont
pas nécessairement montrées à l'image, mais je crois qu'elles sont présentes néanmoins dans le film. Donc là, il y a tout un jeu entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle le champ, le hors-champ au cinéma, qui est évidemment, je dirais, une coordonnée du film et mais qui que vous travaillez. Qui est un registre dramatique du film, c'est-à-dire qu'ils arrivent tous, c'est la fatigue dans laquelle ils sont et qu'on essaie de montrer dans le film, ou avec ce garçon qui s'endort, qui s'endort 2 fois, avec cet autre Irakien qui chante et avec son copain qui devait chanter, qui n'arrive pas à chanter tellement il est épuisé, etc. On a en effet les chiens qui sont là parce qu'en fait on essaie il y a un système de sécurité qui évite que les gens rentrent dans le camp pour du coup être hébergés. Donc il y a des vigiles, les chiens sont là à aboyer pour éviter que donc ces personnes rentrent. Toute cette violence, elle est là. Et après, ce qu'on a voulu aussi montrer dans cette démarche-là, c'était de cinéaste, c'était de faire comprendre aux gens avec qui on filmait ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que nous, on était là tout le temps. Enfin, c'est-à-dire pas H24, mais à partir du moment où on était là au matin à 6h quand ils rentraient dans le camp, et on était là pendant 3-4 jours d'affilée. C'est-à-dire que ceux qu'on a filmés, voyez bien qu'on avait nous aussi notre part d'investissement dans ce tournage-là, notre part de fatigue, le fait de bouffer avec eux, le fait de poser la caméra, de discuter et de ne pas tout le temps tourner. Après, nombre de gens qui viennent n'ont pas la culture du cinéma, n'ont pas la culture, donc encore moins du documentaire. Donc il faut expliquer quelque chose qu'ils ne connaissent pas, la différence entre le média rapide, qui est celui de la télévision, et le média autre, qui est celui de l'artiste, qui est celui qui s'investit. Et donc, vous pouvez le dire, mais après, quand vous en faites la démonstration, vous, à vous endormir comme eux, parce que ça fait 4 jours que vous tournez, que vous êtes épuisé, que vous bouffez ce qu'ils mangent, qui n'est pas très très bon, et donc qui ne nourrit pas vraiment, voilà, il y a un moment, une empathie qui se crée, et finalement, c'est eux qui se demandent, mais pourquoi vous restez aussi longtemps? Donc, du coup, on leur explique que parce qu'on a besoin de vous rencontrer, et qu'il y a un moment où il faut trouver le moment où vous êtes disponible, le moment où vous êtes reposé. Donc Salomon, c'est comme ça. À un moment, on l'a filmé comme ça, lorsqu'il discute avec l'Érythréen, qui l'aide à traduire, puis finalement on découvre que lui, il n'est pas traducteur, mais il est lui-même migrant. Et du coup, on lui dit, mais est-ce qu'on peut continuer là-dessus? Il dit, mais bien sûr, c'est important que vous racontiez nos histoires. Et donc, on est resté 3 jours avec lui. Voilà, c'est cette façon-là du cinéma direct, c'est cette façon-là d'être ouvert à ces destins-là, et puis d'être en empathie. Alors après, pour vous raconter une histoire un peu personnelle, c'est que ce film-là permettait pour Raphaël et moi, à un moment, de faire quelque chose qui, en termes d'actes politiques, qui soit un peu différent. C'est-à-dire que souvent, on est devant notre télévision, devant nos journaux, et on se dit, cette situation est impossible. Et donc, pour nous, faire ce film, c'était une façon de faire un acte politique. Et si moi, je me sentais encore plus dans la nécessité de le faire, c'est qu'au même moment où je décide de faire le film, en fait, je décide d'être accueillant. Et donc, depuis 3 ans, j'accueille des mineurs isolés à la maison. Et cette chose-là, moi, je l'ai souvent raconté aux gens. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'essayais d'expliquer que j'étais différent, ou que j'étais vraiment investi, que cette sincérité était là. Et c'est vrai qu'au début, on a accueilli plutôt des familles afghanes, et après, on a accueilli beaucoup de mineurs maliens, guinéens, et on accueille toujours autant de personnes. Et il y a un moment, cette empathie-là, eux, ils l'ont vu tout le temps, avec les bénévoles, avec plein de gens dans la rue. Et soudainement, ils avaient devant eux une équipe où il y avait cette relation privilégiée. Et je pense que ça a beaucoup aidé dans cette force-là des témoignages et dans cette confiance-là qu'on a eue avec eux. Voilà, et donc ils étaient tous sensibles au fait que plein ont refusé d'être filmés, d'autres ont accepté, puis après nous ont appelés en disant vous ne nous mettez pas dans le film, en fait on se met trop en danger, donc ils sont sortis du film. Voilà, c'est des choses-là comme ça où cette parole-là, elle a circulé dans le camp beaucoup, et du coup on était vachement connus. Alors quand on quittait le camp pendant 3 mois et qu'on revenait, bien sûr les gens nous avaient oubliés, sauf les salariés, les migrants ils avaient changé. Mais par contre, les salariés et les bénévoles continuaient à travailler pour nous, à nous dire, quand la caméra était éteinte, qui on était, ce qu'on nous investissait. Donc c'est cette qualité-là qui nous a permis d'avoir ce film-là. Et pour bien comprendre, l'équipe de tournage, c'était vous deux. C'est nous deux. C'est Raphaël, donc, qui n'est pas là, qui est à l'image, qui depuis 20 ans qu'on travaille ensemble fait toujours l'image. Moi, je suis au son. Depuis 20 ans, j'ai appris avec lui à
travaillé le son. Lui était déjà cinéaste avant moi. Et en fait, on travaille ensemble. Les 5 films qu'on a fait, ça a toujours été sur ce dispositif-là. Ça nous permet une légèreté dans la réactivité et dans l'investissement. Lorsqu'on a fait le film sur Alain au fin fond de la Bretagne et qui nous appelait le soir pour dire demain ils enlèvent tout mon troupeau, ou demain j'ai une réunion avec un agent du conseil général pour essayer de mettre en place ma reconversion, ou demain ceci, cela, faut pouvoir réagir vite. Et donc Iskra, qui nous suit, la boîte de production qui nous suit depuis 20 ans, a le matériel. Et donc au petit matin, à 4h du matin, vous allez à Iskra, vous cherchez le matériel et vous prenez la voiture et vous arrivez en Bretagne. Donc là, c'était pareil. Ce film-là qu'on a fait, il n'a pour l'instant que très peu de financement. On a eu juste l'aide d'un organisme de recherche et d'une société de producteurs. Donc il fallait à tout prix qu'on ait des moyens très, très simples pour réagir. Et donc là, pour une fois, on était à Paris. Donc voilà, en plus, moi, c'est le camp, il est à Porte de la Chapelle, il est à 10 minutes en vélo de chez moi, donc c'était assez simple. Mais voilà, c'est ce dispositif-là hyper simple qui permettait de faire ces films-là et qui permet surtout d'être dans cette relation excessivement proche avec les gens avec qui on filme. Petite question, du coup, pour illustrer peut-être ce travail du tournage, je me suis posé la question de cette séquence où on a fait connaissance avec Pavel, qui raconte son histoire avec sa famille en République tchèque et bon, le malheur qu'il a subi. On le retrouve dans cette chambre avec ce jeune Nigérian. Alors c'est assez étonnant, puisqu'on ne soupçonnait pas que... En fait, moi je ne soupçonnais pas que Pavel pouvait se... Là, visiblement, il s'investit d'un rôle réellement. Hein. Oui, qu'il improvise aussi. Qu'il improvise sans doute. Métier, ouais. Alors là, on est à l'intérieur, et puis ils sont interrompus par l'arrivée d'une salariée d'Emmaüs qui vient lui apporter de mauvaises nouvelles. Et dans le montage, c'est tout à fait cohérent. Mais alors, je me suis dit, comment ils l'ont tourné, ça? Donc vous l'avez... C'est les vertus du cinéma direct. Et quand vous tournez, parce que j'ai dit qu'on a tourné 40 jours, mais on a tourné 6 heures par jour. Parce que je vais jusqu'au bout. L'impression, je me suis dit, bon, tiens, c'est marrant, est-ce qu'ils l'ont fait refaire? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est dans l'instant, c'est ça en fait. C'est dans l'instant de l'après-midi. Ça, très concrètement, même si M. Godard dit que le montage n'est que mensonge, là, pour une fois, on n'a pas menti. C'est-à-dire que c'est l'instant de l'après-midi. C'est-à-dire que nous, on est dans la chambre avec Johnson, donc le Nigérian, et on voit débouler Pavel. Et on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est mon producteur. Je dis, comment ça, ton producteur? Alors, stop, on sort la caméra, parce qu'on était en train de discuter avec lui, et on filme cette séquence. Et on voit soudainement une improvisation, parce que, en fait, Johnson devait nous faire une chanson, et en fait, non, on assiste, donc voilà, c'est une chance énorme qui nous est donnée, mais qu'on est allé chercher aussi. Et donc, ils ont cette séance d'enregistrement. Et donc, en fait, ça dure 2 heures. Donc nous, là, dans le film, on en garde 5 minutes, mais nous, on filme 2 heures. Et puis à un moment, on est un peu épuisé parce que c'est quand même toujours les mêmes prises. Et c'est pas vraiment la musique que je préfère. Donc il y a un moment, on sort pour... voilà, on est toujours à l'affût avec notre matériel, etc. Et on voit débouler Karen, qui est donc, en fait, qui n'est pas salarié d'Emmaüs, mais qui est agent de l'OFI, de l'Office français d'intégration des migrations, et qui a le visage consterné en disant, putain, je me suis trop avancé là avec Pavel, en fait, ça marche pas du tout. Est-ce que vous savez où il est? Et donc nous, on fait un peu nos salopards de cinéastes. On dit non, c'est pas vraiment, mais je crois qu'on l'a vu par là. Et donc on se remet à filmer et on filme Karen en train de chercher Pavel, frapper à sa porte. Puis en fait, il y a un autre mec qui lui dit non, il est ailleurs, etc. Et donc on se remet dans les conditions. Et donc elle débarque dans la chambre. Et donc, on ne fait rien jouer, aucune séquence n'est jouée, mais par contre, c'est la force du réel, c'est que le réel, il est cinéma. C'est improbable d'abord, c'est improbable de trouver un réfugié politique tchèque en France. C'est improbable de qui s'improvise producteur, d'avoir un Nigérian qui veut à tout prix être une star et qui est notre personnage. Enfin voilà, moi, faudrait que je trouve l'adjectif parce que je ne l'ai pas encore, mais il semble être
d'une naïveté confondante, mais juste, il est d'une détermination inébranlable. C'est-à-dire que lui, quoi qu'il arrive, il fera souche ici. Je veux dire, même s'il ne va pas à l'Eurovision, et quand bien même il pourrait y arriver, puisque l'Eurovision s'ouvre à tous les destins aujourd'hui, donc tant mieux. Mais c'est extraordinaire. Et la moitié des personnages qui ne sont pas dans le film sont comme ça. Ils pourraient avoir leur place, mais ils sont... Et quand je parlais des échos possibles, alors oui, tu l'as vu, le film Hamada hier, avec un personnage qui à un moment donné a une longue tirade où il explique que même si tout est danger pour lui, il ira jusqu'au bout de son intention de partir, de s'en sortir, de ses rêves et tout ça. Et on retrouve cette même détermination, même dans ses regards fatigués, épuisés, silencieux et en même temps déterminés. Ils vont rien lâcher en fait. Ils vont rien lâcher parce que ils partent de chez eux. Pas forcément à cause de la guerre, pas forcément à cause d'une préférence sexuelle qui serait interdite. C'est parce que l'avenir est ailleurs. L'avenir est ailleurs et l'avenir est en Europe, chez nous ou dans un autre pays européen. Et donc cette volonté-là, je ne vous apprends pas, j'imagine. Ça fait juste des siècles que ça existe. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de partir. Enfin, je ne sais plus avec qui j'évoquais ça. La région d'où on est là, elle s'est vidée d'un certain nombre de ses forces vives parce qu'il y avait plus de travail, parce qu'il y avait un meilleur destin qu'on leur proposait ailleurs. Donc ça fait partie de notre ADN à tous. Alors, dernière question de ma part, et puis après je vous laisse la parole. Tu m'as dit tout à l'heure qu'un premier montage du film durait 3 heures, supposé avec beaucoup plus de personnages, et le film, là je crois qu'il fait à peu près 1h30. Voilà. Donc il y a effectivement ensuite toute cette construction du film au montage. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? En fait, quand vous travaillez sur ce genre de film, vous êtes quand même que tous les deux. Vous fatiguez vos proches à raconter cette histoire. Donc en fait, vous êtes un peu hyper fragile parce que vous ne savez pas ce que vous avez comme matière. Vous savez pas, voilà. Et puis vous travaillez sur ce qu'on appelle un ours, c'est-à-dire un premier montage qui parfois fait 5 heures, 6 heures. Et puis nous, rapidement, on est tombé sur un ours qui faisait 3 heures. Et c'est ça qu'on a montré à la production pour la première fois. C'est la première fois qu'on a montré les images. Donc la production, c'est 3-4 personnes. Et on est tous sortis en pleurant. C'est-à-dire qu'il y avait une accumulation de destin, il y avait une accumulation d'envie de vivre qui était là, et tous se fracassaient à la préfecture devant une inhumanité, une écoute réduite à zéro. Et on est sortis complètement bouleversés de ce montage-là, parce que voilà, il y a plein de gens de la production qui découvraient ce truc-là. Nous, on découvrait leur réaction. Moi, comme je vous le racontais, j'accueille des gens et il y a plein de personnages qui sont exactement les gamins que j'ai à la maison, où soudainement, alors que je me suis interdit de filmer les gens, de filmer ce que je fais parce que je trouvais ça un peu indécent. Là, de les avoir dans ce qu'ils représentent, de les avoir là, on est tous pour des raisons diverses et variées. Et donc, on s'est dit à un moment, est-ce que c'est pas un film de 3 heures qu'il faut faire ? Et donc, on a travaillé sur un film de 3 heures pendant longtemps. Et puis après, le principe de réalité nous a rattrapés. C'est qu'un film de 3 heures, dans son existence au cinéma, elle est quand même assez compliquée. Elle existe. Il y a un grand réalisateur chinois, Wang Bing, qui fait des films de 4 heures ou de 3 fois 4 heures. Nous, on n'a pas, sans doute pas son talent, on n'a pas sa célébrité, donc on ne peut pas se permettre ça. Et donc il fallait réduire, et donc on est arrivé à 1h30. Et donc même le film sélectionné par Jindou il y a plusieurs semaines n'est pas exactement ce montage-là. Donc nous, on cherchait à faire quand même du cinéma, donc à travailler cette dramaturgie qui se termine par la préfecture. Et dans le montage qu'ont vu le comité de sélection de Jindou, ça ne se terminait pas par la préfecture, ça se terminait avec Pavel, avec son histoire. Mais voilà, ça nous semblait pas être la meilleure des façons de raconter. Parce que, une fois de plus, même si on fait du réel, même si on fait du documentaire, on fait du cinéma, donc on écrit une histoire. Et donc c'est celle-là qui va sans doute sortir au cinéma ou chez Arte. Enfin, on ne sait pas encore très bien comment tout ça va. On raconte une histoire, et donc dans ce processus de montage, certains personnages, sans doute, disparaissent. C'est peut-être une dernière chose que je peux raconter avant d'entendre peut-être vos questions, c'est que en fait, on s'est inscrit dans ce film-là dans une démarche très, très particulière et très singulière. C'est que
on a été approché après le tournage par des anthropologues qui eux-mêmes faisaient un travail au sein du centre et qui nous ont aidés pour toute la partie traduction. En échange, on leur a livré l'exhaustivité des rushs parce que pour eux, c'était un matériel extraordinaire pour travailler. Donc du coup, il y a eu ce premier travail d'échange. Et puis après, on a rencontré Michel Agier, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un autre anthropologue d'une autre équipe de recherche et qui travaille beaucoup sur les camps. Il a travaillé à Calais, il a travaillé à Grande-Sainte, il a travaillé dans les camps à Vintimille en Italie, il a travaillé dans les camps un peu partout dans le monde. C'est sa spécialité. Et donc du coup, il a, avec ce film-là, un matériau aussi. Et donc, tous ces gens-là se sont tous associés pour créer un centre, un institut d'émigration qui a ouvert récemment à Paris, à Aubervilliers. Et donc, tous les personnages qui ne sont pas dans le film vont avoir quand même une visibilité pour ceux qui nous donnent toujours leur accord, sous forme de vidéos sur le site et pour tourner dans des débats, pour tourner dans un matériau, je dirais, de pédagogie, pour que ça existe là et que ces histoires-là existent et que leur investissement soit d'une façon ou d'une autre récompensé par ces films-là. Donc il y a comme ça une sorte de myriade autour de cette nébuleuse, enfin dans une nébuleuse, je dirais, autour de ce film-là qui va permettre de faire vivre tout ce matériel-là et tout cet investissement qui donc, pour moi, est assez important et repris par le travail de recherche. Et bien sûr, tous ces anthropologues-là sont des gens de soutien qui, anonymement, font énormément de démarches pour aider à la cause. Une petite question. Il y a une scène vers la fin et un des demandeurs d'asile regarde dehors et on voit le grand bâtiment LG, Life's Good. Et c'est tellement ironique. Est-ce que c'était voulu? C'est complètement volontaire. Oui. On l'a fait 10 fois ce plan, en hiver, en été, de jour, de nuit. Je ne sais pas si les gars là le voyaient, mais pour nous, c'était là. C'est d'une terrible ironie. Mais c'est comme il y a une ironie dans cette dernière séquence où Johnson nous raconte l'histoire de cette chanson qu'il chante. La vie est belle. Et je vais soumettre ça au vote. Le film, pour l'instant, s'appelle En transit. Moi, je voudrais qu'il s'appelle Il est temps de vivre, qui est un propos. Oui. Eh bien, exactement. Mais voilà, c'est une guerre entre Raphaël et moi. Donc, je suis en train de marquer des points là aujourd'hui. Mais voilà, c'est une phrase du Somalien qui chante son hymne. Et en fait, ça revient 2 fois dans le film. Ils viennent là pour vivre. Ils ne viennent pas là pour malgré, quelqu'un me disait, il faudrait le montrer au Front National. Je dis, oui, non, ils ne viennent pas là pour avoir des allocations, ils ne viennent pas là pour je ne sais quoi, ils viennent là pour vivre. Et donc vivre, ça veut dire avoir un métier, avoir une activité, avoir une femme, des enfants, pouvoir sortir calmement le matin sans risquer de se faire arrêter. Voilà. Et donc, bien sûr, c'est ironique et bien sûr que c'est volontaire. En fait, les procédures montrent très bien la nouvelle loi d'immigration qui est sortie l'an dernier, comme quoi ils ont moins de temps pour faire appel, moins de temps pour demander l'asile, plus de temps en rétention. Et voilà, ça montre les horreurs de cette... En fait, dans le film, on est sur 3 changements de loi à chaque fois. Donc en fait, plus on avance, plus ça se tend. Et en fait, pour la petite histoire, la volonté d'Emmaüs de prévenir du risque qu'ils ont à rentrer, de la réalité, etc., ils outrepassent leurs prérogatives, ils n'ont pas le droit de faire ça, mais ils se sont décidés à le faire. Et donc, bien sûr, la préfecture n'a jamais beaucoup apprécié qu'ils faisaient ce genre de démarche, mais pour eux, c'était essentiel de prévenir les migrants que voilà, ce lieu n'est pas complètement le havre de paix qu'ils pourraient avoir. Et voilà, donc, on n'a jamais eu, nous, confirmation que les centres ont été faits pour avoir que des gens dublinés, pour aller chercher les dublinés dans les centres. A priori, ça n'a jamais vraiment ouvert, parce qu'en fait, pas parce qu'il y avait une humanité du gouvernement, mais parce qu'en fait, c'est ingérable pour les préfectures de gérer autant de cas particuliers, donc ça ne s'est jamais fait. Mais cette pression politique, elle est de plus en plus forte, en effet. Oui, et aussi, enfin, pour moi, ça montre encore l'inhumanité de la France par rapport à l'accueil. Et soi-disant, on est un pays d'accueil, mais c'est honteux comment... c'est l'inhumanité de l'État. C'est l'inhumanité de l'État. C'est-à-dire que nous, vraiment, ce qu'on veut montrer dans le film, c'est qu'ils sont accueillis dans le centre.
Je veux dire, les scénarios. Voilà. Oui. Non, mais c'est important, c'est-à-dire qu'il y a deux situations, il y a une dichotomie, c'est-à-dire que Ceux qui sont dans la cette aide du citoyen, des associations, elle est énorme. Elle est énorme. Je veux dire, on n'en fait pas assez des films, on n'en raconte pas assez, mais il y a une vraie démarche. C'est-à-dire que, et à côté de ça, il y a une politique qui est complètement déconnectée d'une réalité de cette volonté d'accueil. Enfin voilà, c'est ça qui est important. Oui, pour poursuivre justement un petit peu sur ce thème-là, la solidarité, moi je voulais parler un petit peu de l'état d'esprit du moment, où je trouve qu'il y a de plus en plus, on criminalise la solidarité. Et ça, bon, ça c'est grave. C'est un discours qui devient de plus en plus banal. Je pense que ce discours-là, on l'entendait il y a quelques années dans la bouche de gens, j'allais dire, de droite ou extrême droite. Et de plus en plus, c'est un discours qui se banalise, que l'on entend. Donc, le fait d'aider les migrants, eh bien, c'est faire un appel d'air. Donc, tout ça, je trouve que c'est grave. Bon, ça ne transparaît pas dans le film, mais c'est quand même... je voulais le souligner. Alors, je suis militant d'Amnesty, donc voilà, pour dire tout ça. Bon, je pense que peut-être sur la CIMAD sur Cahors, dont je laisserai la parole à mon ami. Donc on le rencontre, ce problème-là sur Cahors, et je pense que les problèmes que vous avez évoqués à travers le film, je pense qu'aussi la CIMAD, dans le cadre de ses permanences, retrouve un petit peu cette ambiance-là. Je ne sais pas si Françoise, tu veux prendre la parole. Françoise Millot, qui s'occupe de la permanence de la CIMAD à Cahors. Voilà, donc on est un petit groupe de bénévoles qui sont présents là à Jandou ce soir. Donc si vous voulez discuter avec nous après la tchatch, on peut vous recevoir. On a une table juste à côté là. Voilà, et pour dire que effectivement, ce qui est présenté dans le film est tout à fait la réalité, qu'elle se passe à Paris ou à Cahors. On a des personnes à la rue à Cahors aussi. On a des gens qui débarquent du train parce que le contrôleur, comme ils n'ont pas de billet de train, eh bien, ils débarquent à la gare de Cahors, des mineurs non accompagnés ou des adultes, voilà. Et ce sont des personnes qui ne sont pas toujours reçues dans de bonnes conditions. On n'écoute pas forcément, c'est très bien montré dans le film, je trouve, sur la deuxième partie, sur le guichet préfecture, où le traducteur ne traduit pas toujours ce qui est demandé par le guichetier et ne répond surtout pas ce qu'il a dit et retransmet donc au guichetier de la préfecture une autre réponse. Et du coup, la personne, elle n'est pas écoutée. Hein, on est bien clair là-dessus, elle n'est pas écoutée. Elle n'est pas écoutée parce qu'elle a un papier italien, alors qu'on a un traducteur en ligne sur sa nationalité. Donc on peut avoir aussi un traducteur en italien en ligne. J'ai moi-même hier traduit un texte en arabe avec Internet pour envoyer pour un Soudanais qu'on accompagne en ce moment pour des démarches. Donc je veux dire, on peut tout faire aujourd'hui avec Internet en ligne. Et donc la préfecture, elle peut le faire. Voilà. Et donc à Cahors, on n'est pas dans les mêmes conditions qu'à Paris, bien sûr, ni dans les conditions de Toulouse. Encore qu'à Toulouse, il y a eu une association d'associations qui ont utilisé des lieux vides et donc qui ont fait des squats un peu officiels, on va dire, et où il y a des associations présentes, mais il y a beaucoup de personnes à la rue à Toulouse. Bon, à Cahors, on a des personnes à la rue, mais ça reste quand même limité. On essaye, on fait de l'hébergement solidaire avec un collectif d'associations. C'est pas que la CIMAD, bien sûr, c'est le Secours catholique, c'est Amigrants, c'est Amnesty International, c'est Jamais sans toi et d'autres associations, voilà, qui interviennent. Donc on est un certain nombre à œuvrer, voilà, donc sur le Lot, donc à Cahors et à Figeac, parce qu'il y a aussi le côté figeacois et voilà, le côté près de l'Aveyron. Hein, voilà. Donc de dire que voilà, ce qui est représenté dans le film correspond vraiment à notre réalité, en tout cas à la réalité des personnes étrangères. Et c'est important que ça soit retransmis en film et que ces films soient visionnés pour, comme dit Daniel, que voilà, on puisse échanger avec les salles, échanger avec les personnes pour parler de ce problème, pour que la France soit vraiment une terre d'accueil, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Non, mais après, juste pour continuer sur cette histoire-là, l'une des dernières personnes, Zerbo, qui est le Malien à la fin, à qui on dit qu'il a trop tardé avant de déposer sa demande d'asile et qu'il va retourner à la rue, donc qui parle en français, la personne qui l'interroge, c'est pas une personne de la préfecture, c'est une personne de l'OFI. C'est une jeune personne de l'OFI qui est aussi abattue que lui, c'est-à-dire qu'elle fait son boulot, parce qu'elle est payée pour faire ce boulot-là. Mais le hors-champ, parce que le hors-champ est toujours là, et nous, on le vit, donc ça nous consolide, ça nous renforce pour le montage. Chloé, puisque c'est son prénom, sitôt que Zerbo part, donc elle pleure, hein,
Elle sort hein, et elle va lui donner une liste d'associations, dont la CIMAD en tête, en disant mais faut vraiment, moi je peux rien faire d'autre, faut vraiment que tu ailles voir ces gens-là. Et elle, 15 jours plus tard, elle démissionnera. C'est-à-dire qu'il y a un truc comme ça qui est aussi intéressant à entendre, c'est qu'il y a une volonté politique de faire que c'est un problème, et il y a une réalité humaine des gens qui est que voilà, les gens s'investissent, et je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire entendre, parce que si on nous entendait plus dans ce discours-là, voilà, on pourrait changer. Il faut être nombreux à s'investir, c'est ça que ça veut dire, exactement. Voilà, mais voilà, et à tout niveau. Je veux dire, ça va du soutien à l'alphabétisation, ça va du soutien à la soupe populaire, à filer des fringues. Enfin, voilà, c'est ne pas être étranger, si je puis me permettre, à cette situation-là. Oui, bonjour et merci pour ce film. Est-ce que vous souhaitez passer ce film dans les collèges ou dans les lycées? Je rêverais. Je rêverais. Non, c'est vrai. Je vous laisse poser vos questions, puis après peut-être que je ferai une non, parce réponse. Que je pense que ça serait quelque chose de très bien. Alors, je vous interromps. Je rêverais, parce que ce que je racontais tout à l'heure, c'est que les agents de la préfecture, qui sont complètement inhumains là, dans leur comportement, ce sont tous des enfants issus de l'immigration. Ils ont tous entre 20 et 25 ans, et ils parlent aux migrants qui viennent d'arriver, aux exilés, avec cette froideur, comme des machines, etc. Moi, qui ne suis pas enfant d'émigrés, je ne comprends pas comment, alors que vos parents ou vos grands-parents viennent du Maghreb, viennent d'Afrique noire, viennent du Portugal, etc., vous n'ayez pas un petit peu d'empathie pour ces gens-là. Et en fait, bien sûr qu'il y a une explication, sans doute, hein, je veux dire, de se blinder, on est français, donc on n'est plus étranger, donc ce sont des étrangers. Enfin, il y a sans doute plein d'explications anthropologiques très fortes. Mais donc, du coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de racisme dans les écoles vis-à-vis de ces étrangers-là, parce que justement ils ne comprennent pas, et quand bien même le racisme de gens, une fois de plus, issus de l'immigration, c'est-à-dire des gamins de 12 ans qui sont, les parents sont maliens ou les grands-parents sont maliens, et qui ont, voilà, pour eux c'est une invasion. Il y a un truc comme ça et donc il faut montrer le film dans les écoles, c'est essentiel. Deuxième question, oui, par rapport à la préfecture, je pense que c'est on va dire le préfet ou enfin voilà l'État qui doit leur dire bon, mais il faut accorder tant de temps à chaque personne. Je pense que ça doit être limité, que si chacun étend sa vie, ils n'en sortent pas, quoi. Je pense que ça doit être ça. Après, il n'y avait que des hommes, donc c'est un camp que pour les hommes. En fait, il y avait 2 camps qui ont ouvert à Paris en même temps. Un pour les hommes, qui sont grossièrement plus des 3 quarts des migrants, des exilés, sont des hommes seuls. Et le reste, ce sont soit des femmes seules, soit des hommes et des femmes qui viennent en famille. Et donc, ces deux catégories-là, ils étaient dans un autre centre, à Ivry, un centre qui existe toujours, qui marche très très bien. L'État a pérennisé cette expérience-là, alors que le centre où on a tourné, nous, il a fermé. Mais voilà, c'est juste un biais ou un prisme déformant, c'est que les femmes, une fois de plus seules, et des femmes accompagnées de leur mari ou de leurs parents, étaient dans un autre centre. D'accord. Et la dernière question, il y a un truc qui m'a fait bizarre, c'est que, alors, je ne veux pas qu'on ait eu, hein, c'est qu'il y en a qui ont des téléphones portables, on va dire avec Internet et tout ça. Est-ce que ça leur appartient ou c'est l'association qui leur donne, qui leur passe pour qu'ils puissent communiquer avec leur famille? Un téléphone portable à Paris, un iPhone 10 volé, c'est 30 €. Ah, oui, mais il y a un marché noir. Oui, mais il faut bien payer le forfait. C'est du Laïka, donc vous payez 2 € et vous avez pendant 2 mois de l'internet gratuit. Il y a du Wi-Fi dans le camp. Et en fait, il y a beaucoup d'associations qui donnent des téléphones, énormément. C'est un moyen de garder du lien. Et avec Internet, avec WhatsApp et compagnie, vous appelez la famille. Je veux dire, notre gars, là, afghan, qui est sur son lit et qui téléphone, etc., il est en Skype avec ses parents en Afghanistan et ses oncles qui sont en Belgique. Donc c'est un moyen énorme. Et alors après, en effet,
toujours un peu surpris de certains appareils qu'ils ont, mais je veux dire, ils ont... alors, il y a deux choses. C'est qu'il y a une fois de plus un marché noir qui fait qu'ils arrivent à avoir des téléphones pas chers. Et deuxièmement, ça raconte aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui sont, une fois de plus, comme vous et moi. C'est-à-dire que je regarde, je fais un peu du délit de faciès. A priori, vous avez tous au moins un revenu, même si vous êtes certains au RSA, etc. On trouve toujours un moyen, et une grande partie de ces gens-là, ils ont de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que tous sont passés par la Libye et tous ont dû ramener de l'argent via Western Union, etc., pour payer les geôliers. Donc il y a 2 000 euros. Vous arrivez dans une famille de paysans au fin fond du Soudan, vous arrivez à lever 2 000 euros si ça peut permettre aux neveux, aux petits de sortir du camp. Donc l'argent, il existe. Et donc, du coup, voilà, moi, une fois de plus, j'héberge des gamins. Ils sont mieux habillés que mes enfants. Parce qu'il y a des dons de fringues à Paris qui sont géniaux. Et ils ont tous de la marque, alors que moi, je ne peux pas payer de la marque à mes gamins, quoi. Donc... ils font la gueule, mais c'est comme ça. Mais voilà, c'est cette réalité-là du quotidien de l'aide. Un monsieur là qui... Une question là, monsieur, avec le micro, s'il vous plaît. La phrase qui revient le plus, que j'ai le plus entendue et qui m'interroge beaucoup, là, c'est la procédure Dublin. Je ne comprends pas. Je voudrais bien qu'on me donne un peu d'explication là, parce qu'on a l'impression que sous prétexte qu'ils vont arriver par la porte de l'Italie en Europe, c'est la faute aux Italiens, quoi. C'est ça que j'ai compris, c'est ça que vous avez très bien compris. Là, une espèce de punition. Voilà, tu n'es pas resté en Italie, ben, retourne-y, quoi. Alors, je ne vais pas prendre la défense de M. Salvini, bien sûr, ici, mais la réalité de ce qui se passe en Italie, c'est qu'en effet, l'Europe est ravie que l'Italie se retrouve avec des centaines de milliers de migrants et qu'ils ne soient pas ailleurs. Donc, je veux dire, ce que demande Salvini, c'est juste de faire appliquer les lois européennes. Alors après, lui, il a un certain nombre qu'il n'applique pas, parce que voilà, le droit international, il devrait porter secours à ces gens-là. Mais la France, l'Allemagne, enfin, l'Allemagne a beaucoup ouvert et l'ouvre moins aujourd'hui, mais la France ne fait pas le quart des engagements qu'ils prennent. C'est-à-dire que quand ils disent on va prendre 50 personnes de tel bateau, mais ils sont obligés, ils se sont engagés à prendre des milliers de migrants qui arrivent en Italie. Donc vous avez compris Dublin. Dans le film, on l'explique 4 fois parce que ça a été très compliqué pour nous-mêmes à saisir, au sens où c'est pas compliqué, mais c'est tellement absurde comme gestion. C'est-à-dire que forcément, quand vous êtes étranger et que vous arrivez en Europe, vous arrivez par l'Italie ou l'Espagne. Même si, ou la Grèce aujourd'hui, mais beaucoup moins, parce que maintenant il y a des barbelés, vous n'arrivez pas à les passer, vous vous noyez avant. Les Irakiens qui chantent dans la bulle, eux, ils sont restés des années en Croatie ou en Roumanie. Parce qu'ils sont rentrés par là, enfin c'est la première fois qu'on a repris leurs empreintes, alors qu'ils voulaient bouger, ils voulaient aller dans des endroits qui pour eux étaient plus accueillants. Donc oui, c'est une absurdité. Ça fait des mois qu'une réforme de Dublin est prévue. Il y a eu un Dublin 3, Dublin 2, Dublin 3, Dublin 4. On est Dublin 4, je crois. Mais c'est toujours cette même logique-là. Et donc l'État ne fait pas le respect. Parce que c'est un accord qui a été signé à Dublin. Voilà. Oui, félicitations pour votre sensibilité à parler de tous ces problèmes de misère humaine, finalement, sur notre territoire et ailleurs. Et je m'interrogeais, et tout le monde s'interroge sur, finalement, comment apporter des solutions, essayer d'améliorer cette solution, ce problème. Et vous décrivez, comme tous, vous lancez des alertes, des alarmes, vous décrivez parfaitement ce monde qui souffre, et en même temps, vous utilisez des mots pour le monde d'en face, celui qui est à l'accueil, à l'écoute, d'inhumanité, d'absence d'écoute. Bref, j'ai l'impression d'entendre du noir et blanc. Et je me demandais, en vous écoutant, si votre talent, vous ne pourriez pas le mettre pour faire avancer peut-être ce drame. Si vous ne pouviez pas décrire le monde de l'administration. Vous savez, ce joli mot qui commence par admiration et qui finit par frustration. Si vous décriviez pourquoi notre pays, et dans notre pays, c'est pas le mal. Il y a des gens qui sont dans la société civile merveilleux, qui sont moins bien. Dans l'administration, c'est pareil. Et il me semble que si on expliquait, si on mettait l'accent, le focus sur le pourquoi notre pays et d'autres réagissent avec autant de peur, de crainte, enfin là, après, ce serait à vous.
peut-être que vous feriez avancer je sais pas, la prise de conscience générale d'une société. Si vous mettiez vos talents de caméra, oui, mais ce serait peut-être difficile d'aller chez des gens de l'administration, de voir tout à l'heure, vous parliez de ces gens qui ont parlé, qui étaient fils d'immigrés, qui ont utilisé des termes froids. Pourquoi ça ? Comment est-ce possible ? Vous ne pourriez pas mettre la caméra chez eux et leur demander. Et peut-être qu'on ferait avancer dans une compréhension. Pourquoi l'homme réagit comme ça ? Enfin, voilà, bon. J'essaie d'avoir du talent dans le cinéma, j'ai du mal, donc je ne sais pas que au niveau de légiférer ou de porter la parole. Il y a des films qui ont été faits là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des films qui ont été faits sur l'OFPRA, il y a des films qui ont été faits sur l'OFI, et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'humanité chez tous ces agents-là. Après, il y a une réalité, c'est qu'il faut faire du chiffre, on n'a pas le droit d'accepter plus de personnes, et que donc ça se décide beaucoup plus haut, c'est de l'idéologie qui fait que on a que ça redescend et que ça ruisselle avec cette obligation. Là, Madame avait une analyse assez fine, c'est-à-dire que certes on leur laisse pas parler, mais parce qu'ils n'ont pas le droit à plus d'un quart d'heure d'entretien. Il faut faire de l'abattage. Et donc du coup, pourquoi est-ce qu'on a décidé que c'était un quart d'heure et pourquoi est-ce que ça ne serait pas 3 quarts d'heure pour écouter et que cette parole se libère? C'est une décision liée à une politique et liée à de l'idéologie qu'il faut montrer. Ma position politique, c'est que cette crise migratoire, c'est une création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise migratoire. Il y a toujours eu autant de migrants qui rentrent, autant de migrants qui sortent, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent. Il y a beaucoup de Soudanais qui vont repartir au pays, parce que notre personnage Salomon qui raconte que s'il y a la paix en Éthiopie, il retourne dans son pays. Ils veulent tous retourner chez eux. C'est un arrachement de quitter son pays. Donc si ça redevient meilleur, ils vont retourner chez eux. Pour partie. Donc cette réalité-là, elle est racontée dans le film et c'est comme ça que je pose ma pierre. Mais derrière, c'est une inhumanité de l'administration, c'est parce qu'elle est organisée pour être telle qu'elle. C'est-à-dire que ce ne sont pas les gens qui sont mauvais, c'est la politique qui est choisie qui est mauvaise. Voilà. Par rapport à Youssef, vous avez vu que le document italien n'était pas traduit. Et vous disiez, il a galéré. Vous avez filmé. Il a galéré, après, vous pouvez rien faire. Est-ce que c'est pas frustrant? Est-ce que c'est pas terrible ça parce que c'est désespérant. Mais c'est désespérant. Mais par contre, tous les films qu'on fait sont des films tout aussi durs que ça. Et quand on sortait de l'usine pour voir les conditions dans lesquelles travaillaient les ouvriers, que nous on rentrait chez nous, etc. C'était désespérant de se dire que voilà, on fait un film pour raconter ce destin-là, mais le film va rien changer, il va juste faire acte, va documenter cette réalité-là. Et donc là, Youssef, moi je sais qu'il va bien, parce que l'une des personnes que j'héberge, qui est chez moi depuis 3 ans, est tchadien, et le hasard veut qu'ils connaissent Youssef. Donc ils sont amis sur Facebook, et lui, il n'est pas retourné en Italie, et il a fait une demande d'asile ici, et comme son père est rebelle au Tchad, il va avoir son asile. Mais voilà, c'est le cas. Mais là, c'est Youssef, mais il y en a d'autres. Et voilà, et les autres, moi, j'ai très peu de nouvelles. Même si c'est vu, acté, non. Personne il y a ce qui se passe, c'est que derrière, il y a Chloé qui va aider Zerbo à aller à la CIMAD. Il y a tout le système associatif se met en branle parce que voilà, et donc on donne tout le monde donne des adresses quand ils vont dans un centre ici et ailleurs, etc. Enfin voilà, on a tout un tas de séquences comme ça ou de cette réalité-là, mais enfin, de séquences qu'on n'a pas filmées parce que en fait nous notre film c'était sur les migrants, donc on voulait surtout montrer ça et que tout cet acte de résistance, parce que ça s'appelle de la résistance, de l'administration, c'est-à-dire hors caméra de faire cet acte de générosité-là, ils peuvent pas le montrer, ils peuvent pas parce que sinon ils sont mis en difficulté, clairement. Merci. Il faut peut-être conclure, c'est ça? Oui, il va falloir conclure. Alors, madame, tu levais le doigt depuis tout à l'heure. Oui, il y a un autre état dont vous n'avez jamais parlé, c'est les ninis. Nini? Les ninis, vous connaissez les ninis. Ni expulsables, ni acceptés, ni expulsables, parce que le pays ne les veut pas, ouais. Et parce qu'on les fait sortir, mais on ne peut pas les faire amener nulle part parce que personne ne les veut. Donc on les appelle en préfecture les ninis. Je pense qu'il faudrait faire un film sur l'absurdité de tout ce qui se passe ils sont très majoritaires, non? Parce qu'il y a quand ils sont rejetés, oui. Il faut qu'ils se débrouillent, et ils se débrouillent, ils restent, parce qu'il faut se débrouiller pour rester. Il n'y a pas d'autre solution pour eux, il faut rester.
Mais en préfecture, on reconnaît, c'est les Nini. Alors, moins on en voit, mieux c'est, quoi. Mais ils sont là. C'est pour ça qu'il y en a tant dans la rue, qu'il y en a tant dehors, il y en a tant dans les... Et puis, bon, il y en a qui arrivent à s'en sortir. Et puis, bon, parce qu'il y a une énergie de vie tellement phénoménale. Et puis, et les gens qui les aident, forcément. Mais ils existent, quoi. Donc, la France reconnaît qu'elle ne peut pas les envoyer ailleurs. Et elle ne veut pas les accepter quand même. Et la France et tous les autres pays sont dans le même cas, bien sûr. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait penser à faire un film sur l'absurdité. Comme hier soir, on a vu un film marocain qui montrait bien toutes ces absurdités. Je crois qu'il faut faire un film sur l'absurdité de l'administration. C'est un pont. Voilà. Elle nous tend une perche pour le débat suivant. Juste pour conclure, en 2 mots, le centre que vous avez filmé, il a été fermé en mars 2018, remplacé par autre chose, repris en main par 3 autres centres qui ont ouvert dans 3 préfectures dans la petite couronne parisienne et qui sont bien sûr engorgés. Et donc, au lieu de dormir à Paris, ils dorment à Saint-Denis, ils dorment à Cergy, mais voilà, le problème n'est pas résolu. Et en fait, ces lieux-là sont très mal connus des gens qui arrivent. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y en a toujours autant à Paris. C'est que pour prendre la ligne B, prendre après le bus 242 et marcher 10 minutes pour arriver à tel endroit, voilà, déjà moi, je me perds. Alors, vous imaginez si j'arrive du Tchad. Donc voilà, c'est cette réalité-là. Merci beaucoup.